Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Johanna. Bonjour. Alors je suis ravie aujourd'hui d'accueillir dans les magnifiques salons de l'Intercontinental Lyon Hôtel-Dieu Johanna Benedetti. Vous êtes styliste, vous avez créé votre propre marque qui s'appelle Les Poupées, qui est une boutique, une très jolie boutique à Lyon. Vous vendez les vêtements que vous confectionnez. Vous allez nous expliquer, nous présenter votre parcours. Et vous avez aussi la particularité, vous êtes engagée aussi en tant que présidente d'une association de commerçants qui s'appelle My Presqu'île. Oui. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de vous inviter parce que vous êtes une figure de la place lyonnaise. Vous êtes très engagée au service des projets, des acteurs économiques du territoire. Et j'avais un petit peu envie de voir avec vous à la fois la singularité de votre parcours, puisque vous avez créé quelque chose de... Voilà, vous avez créé votre univers, votre marque toute seule. Ça fait 15 ans, je crois, que vous existez. C'est ça. Et en plus, voilà, vous faites plein de choses et vous êtes engagée dans la cité d'une manière générale. Mais Johanna, première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée et surtout, en fait, ça veut dire quoi pour vous, cette notion d'engagement ? Alors oui, je crois que je suis une femme engagée. Pour moi, l'engagement, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie. Ouais. Ça me permet, je pense, de me sentir vivante dans le sens où moi, mon métier premier, c'est d'être artisan, c'est de faire. Et s'engager, pour moi, c'est vraiment faire des choses. Donc, il y a déjà cette partie-là. Et quand j'ai regardé les podcasts de l'émission et que j'ai vu que c'était la première question, ça m'a aussi fait penser au fait que dans ma vie de tous les jours, je suis vraiment quelqu'un... Enfin, je suis une femme engagée, mais je suis aussi, je pense, quelqu'un d'engagement. C'est-à-dire que j'ai des engagements. J'ai des engagements vis-à-vis de l'association dont je suis présidente, mais j'ai aussi des engagements vis-à-vis de l'entreprise que j'ai créé vis-à-vis de mes salariés. Et en fait, pour moi, ça fait vraiment partie intégrante de toute ma vie. Tout est une question d'engagement. Alors, c'est intéressant que vous souleviez ce point très précisément. Ça se traduit comment, cet engagement, dans votre quotidien ? Ça veut dire quoi pour vous exactement ? Pour moi, déjà, c'est de se fixer des objectifs et d'essayer de les atteindre. C'est s'engager, en fait, sur un chemin. Déjà, et donc de mettre des choses en place pour avancer sur ce chemin. Après, ça peut être aussi, comme je disais, voilà, quand on prend des engagements, on prend aussi des responsabilités. Et donc, c'est aussi s'engager auprès justement des commerçants et des acteurs économiques de la presqu'île qui attendent des choses de moi. Et moi, je prends l'engagement en fait, de porter leur voix, je prends l'engagement de les défendre, je prends l'engagement finalement de les représenter. Est-ce que c'est simple ? Parce qu'on se pose toujours la question, il y a beaucoup de femmes, et d'hommes évidemment, mais il y a beaucoup de femmes qui nous disent « mais moi, je n'aurai jamais le temps, ça prend trop de temps finalement, l'engagement ». Alors, c'est vrai que ça prend du temps. Je pense que j'ai cette qualité-là, c'est que je suis quelqu'un de très organisé. Et donc, j'arrive... effectivement, à dégager du temps pour cet engagement. Mais par contre, c'est sûr que ça demande énormément d'investissement, temps, mais aussi de faire aussi parfois quelques sacrifices. Mais pour moi, je ne le visualise pas comme un sacrifice. Peut-être des gens de l'extérieur pourraient le voir comme tel, alors que pour moi, ce n'est pas du tout un sacrifice. C'est justement quelque chose qui contribue à mon bien-être, qui contribue au fait de me sentir complètement vivante, existante, et en fait, finalement, d'avoir un peu une emprise sur mon propre cheminement, de pouvoir mettre en place des idées et de pouvoir les construire. Et ça, c'est quelque chose qui me nourrit dans mon quotidien. Est-ce que vous avez le sentiment, au travers de peut-être votre parcours, de votre cheminement, que les femmes, elles sont suffisamment présentes dans cet espace public, dans ce débat public ? Moi, ce que je vois, c'est surtout que les choses changent. Et que peut-être qu'il y a 15 ans en arrière, c'était peut-être pas aussi visible. Mais je pense qu'il y a toujours eu des femmes engagées. Elles étaient peut-être moins mises en lumière. Et je pense que c'est en train de changer. Que finalement, on va plus aller regarder ce qui se passe en dehors des cercles traditionnels pour voir justement comment les femmes finalement arrivent à mener d'autres types de projets. Je crois qu'il y a une vraie différence aussi en termes d'affinité de projet. Et je pense qu'on les met de plus en plus en lumière aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt positif. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, du coup, on va en reparler tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on parle de vos choix parce qu'effectivement, vous êtes allé dans un secteur qui, en plus,
et celui du vêtement, de l'image, de l'engagement, j'imagine aussi écologique derrière. Enfin, il y a tout un travail, je sais, dans votre marque. Mais d'abord, avant d'arriver là, Johanna, première question, quand vous étiez petite, vous vouliez faire quoi plus grande? Est-ce que vous rêviez de faire des vêtements, de concevoir des collections ou pas du tout? Vous vouliez faire quoi? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai été beaucoup avec mes grands-parents. Mon grand-père était militaire et moi, je voulais être dans l'armée. Ah, rien à voir. Rien à voir. Ok. Rien à voir. Et même tout de suite, très jeune, j'ai dit, je veux être légionnaire. Bon, tout le monde m'a dit, c'est pas possible. Hein. Alors maintenant, il y a des femmes. Bah, mais avant, il n'y en avait pas. À l'époque, il n'y en avait pas du tout. Et donc, ça faisait beaucoup rire tout le monde. Ouais. Mais c'est quelque chose qui a perduré quand même assez longtemps. Ah, mais il y avait quand même cette notion d'engagement déjà. Oui, oui, oui. Ouais, je crois que j'avais envie d'avoir une vie d'aventure. D'accord. Et que finalement, je me disais, moi, mon grand-père, il a eu une vie d'aventure extraordinaire. Il voyageait. Il voyageait, il a traversé, il avait toujours des choses à nous raconter qui moi, me faisaient un peu rêver ou qui s'apparentaient à quelque chose d'un peu extraordinaire. Pour une petite fille qui a été élevée dans un environnement assez calme, de la campagne. Voilà, il y avait ce côté un peu aventure. Ouais. Et effectivement, c'est pas du tout finalement ce qui s'est passé. Et alors, concrètement, ça veut dire quoi? Après le lycée, vous vous dites quoi? Vous vous dites... Après le lycée, en fait, je démarre dans une formation plutôt classique d'histoire. Et finalement, je me rends compte que je me sens pas à ma place. Il faut savoir que moi, j'avais eu un parcours où j'avais fait un bac art plastique, j'avais fait des arts appliqués. Depuis, Ah, donc très créatif quand même. Depuis mes 14 ans, j'étais inscrite dans un cours d'art appliqué, voilà. Donc, j'avais toujours eu cette dimension-là. J'avais toujours un peu tricoté avec ma grand-mère, j'avais fait un peu de patchwork, des choses qui étaient de l'ordre de travaux manuels, mais qui restaient plutôt ménagers, entre guillemets. Oui, mais ça vous plaisait. En tout cas, vous aimez bien faire des choses. En tout cas, j'aimais bien faire des choses, mais dans l'environnement dans lequel j'étais et dans lequel j'évoluais, c'était pas du tout envisageable comme un métier. D'accord. Donc la question s'était jamais posée. Finalement, quand j'étais à la fac, je me sentais pas forcément à ma place. Quand bien même j'aimais beaucoup l'histoire, je sentais que ça ne me nourrissait pas autant que ce que j'aurais imaginé. Et je pense que quand on est plus jeune, on a aussi besoin de se sentir un peu plus vibrant. Ouais, bien sûr. Et je me suis dit, mais en fait, peut-être qu'il faut que je revienne à quelque chose que j'ai déjà ressenti et il faut que je me concentre là-dessus. Et c'est pour ça que je suis partie faire des études beaucoup plus artistiques finalement. Et que je suis devenue, je suis passée par une école où j'ai été styliste, modéliste et c'est ce que je suis. Ah oui, d'accord. Mais alors, est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'un jour vous vous êtes dit, ah, tac, c'est ça que je veux faire? Alors, presque. D'accord. En fait, j'ai recroisé, mais complètement fortuitement, j'ai recroisé quelqu'un avec qui j'étais au lycée. J'étais à Lyon. Et on se recroise et on était très contente de se retrouver et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit moi je fais des études dans la mode. Et je me dis ah ouais c'est possible. On peut faire des études dans la mode. On a très bonne école d'ailleurs. Et là en fait parce que bon faut se replacer dans une autre époque hein, c'était il y a plus de 20 ans et on n'avait pas cette même ouverture avec internet, avec les réseaux sociaux et donc finalement les métiers ceux qu'on connaissait c'était ceux de notre environnement. Voilà. J'avais jamais envisagé que je puisse s'ouvrir à moi ce type d'enseignement. Et donc finalement, donc la déclic. J'ai eu un déclic et je me suis dit, mais en fait, je vais faire ça. Je vais faire des arts appliqués. Je vais y aller. Ok. Voilà. Donc j'ai démarré première année de mise à niveau en arts appliqués. Puis ensuite, finalement, j'ai bifurqué en mode parce que coudre, ça me plaisait. D'accord. Voilà. Mais là, votre environnement, tout ça, votre famille, vos proches, ils vous disent quoi? Ils vous disent allez, vas-y, fonce? Ou ils vous disent mais ça va pas, tu vas pas faire ça? Alors, j'ai eu le soutien de ma maman. Ouais. Voilà. Après, dans mon environnement familial, qui est plutôt classique, prof, chercheur. Comprenez pas. Administration. Ok. C'était un risque et pour beaucoup c'était plus un loisir qu'une véritable formation. Ouais, c'est ça. Finalement c'est quand même le choix que j'ai fait et je le regrette pas, mais ça c'est vrai que d'un point de vue environnement familial ça a mis plus de temps à considérer que ce que je faisais c'était un vrai métier. Même au début où j'ai créé ma propre entreprise c'était encore très 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 flou. Alors vous sortez de l'école et là vous faites quoi? Alors, je travaille pendant plusieurs années pour des boîtes, des entreprises d'import-export. D'accord. Donc, c'est des entreprises qui sont comme des sous-traitants
de grandes enseignes ou de gros groupes. Et Donc de marques dans la mode déjà? Dans la mode, dans le secteur de l'habillement en tout cas. Nous, on travaille, on fait le boulot du sous-traitant. Donc, c'est-à-dire qu'un client arrive, il nous dit, voilà, j'ai besoin de 15 parkas, 20 polos hommes sur tel thème, tant de pièces pour femmes. Et en fait, moi, mon travail, c'était donc de les dessiner, de coller à l'image du client et ensuite de les faire fabriquer. Ok. Donc, moi, je suis arrivée dans le milieu du textile au tout début de la production en Asie. Ok, d'accord. Voilà. Donc là, c'est quoi le cheminement? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à créer votre propre entreprise? Alors, plusieurs années se passent. Finalement, je décroche un petit peu du secteur de la mode et puis je m'oriente un petit peu plus dans le secteur de la vente et du merchandising. Finalement, je décide de partir en voyage et quand je rentre de ce voyage, je me dis, bon, soit je monte mon entreprise, j'essaye, je vois ce que ça donne. Et si ça ne marche pas, je changerai de projet professionnel. J'avais vraiment l'impression d'avoir fait le tour. Travailler avec des fabrications de 100 000, 500 000 exemplaires d'une pièce fabriquée à l'autre bout du monde. En plus, il y a 20 ans en arrière, dans de très, très mauvaises conditions, ça ne me ressemblait pas. D'accord. Voilà, pas du tout. Et en tout cas, je ne pouvais plus le supporter. Donc, c'est pour ça que j'avais pris un peu mes distances. Et je me suis dit, bah voilà, on va monter quelque chose de différent, qui me ressemble et qui se rapproche plus de ce que j'ai aimé faire pendant mes études, c'est-à-dire être dans mon atelier, construire, prendre le temps, réfléchir, faire les choses de manière beaucoup plus posée et ne pas être dans une espèce de frénésie de dessin, à dessiner 50 polos par jour. C'était un peu ça mon boulot. Voilà. Donc, et puis de proposer une mode complètement différente, une mode aussi pour les femmes et pensée par une femme. Parce que le monde du textile, c'est un milieu où il y a énormément d'hommes. Beaucoup d'entreprises sont dirigées par des hommes, les acheteurs, les commerciaux sont des hommes. Et donc, on n'a pas peut-être, je pense, la même vision de la mode quand on ne porte pas les vêtements soi-même. Oui, c'est sûr. Et donc là, vous vous dites, allez, je lance ma marque. Alors là, je me suis dit, bon, je vais mettre en route. Donc, je vais créer des modèles, je vais les prendre en photo, et puis je vais voir s'ils soient... En fait, finalement, les choses, elles se sont mises en place un petit peu de manière un peu toute seule. D'accord. Finalement, sans forcément provoquer, ça s'est fait un peu... de façon un peu aléatoire, et en même temps, j'avais vraiment envie de me mettre à fond dans ce projet, donc j'ai vraiment fait les choses bien. Et puis, j'ai l'opportunité de récupérer... un local qui se libère rue Romarin. Et c'est toujours le local dans lequel vous avez une très jolie boutique. Voilà. Bon, j'ai fait des travaux. Aujourd'hui, donc, vous faites quoi? Vous dessinez, vous allez chercher les matériaux, vous les sélectionnez, vous prenez des matériaux qui sont confectionnés où? Alors, nous, on choisit exclusivement des tissus avec une traçabilité la plus forte possible. D'accord. Donc, on travaille avec des fabricants espagnols, italiens, portugais aussi. Je travaille parfois sur certains tissus un peu techniques fabriqués en Angleterre, de moins en moins depuis le Brexit, mais néanmoins, j'essaye quand même de tenir un peu les engagements auprès de mes fournisseurs. J'essaye d'avoir des tissus imprimés en France. Je travaille, ça c'est pour la partie production, et puis pour la partie, on a toujours une petite partie qui est celle aussi un peu des débuts, de travailler avec des stocks dormants et de racheter des pièces chez des fabricants, chez des fournisseurs, de stocks qui sont déjà existants, qui sont dormants, et finalement, voilà, ça permet aussi de limiter le nombre de pièces qu'on fabrique, ça permet... d'utiliser de la matière première qui est déjà existante. Et puis, ça permet de créer un équilibre entre les pièces qu'on fait, enfin, les imprimés qu'on fait fabriquer et puis les stocks dormants qu'on utilise. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est votre activité principale, vous en vivez, vous avez une équipe, vous avez constitué votre équipe. Vous diriez que dans votre parcours, vous avez été aider, enfin, est-ce qu'il y a des gens qui ont été moteurs, qui ont changé les choses? Et est-ce que ces gens, c'est des personnes qui étaient plutôt des hommes ou des femmes qui vous ont peut-être donné des bons conseils au bon moment? Ou c'est vraiment vous qui êtes allé à l'intuition et de manière itérative en vous disant, tiens, là, ça marche, ça marche pas, je change de...
de sujets? Ouais, je dirais que c'était varié. J'ai été beaucoup soutenue par ma maman. Ouais. Et en même temps, quand je me suis installée rue Romarin, j'ai été beaucoup soutenue par mon voisin Franck Meunier, Ah, c'est vrai, qui a aussi, lui, une marque de prêt-à-porter, ouais. Rose Carbone. Donc, en fait, c'est vraiment lui qui m'a aidée, qui m'a appelée, qui m'a dit, voilà, ce local, il se libère, je suis sûre qu'il est pour toi, c'est le moment, lance ton aventure. Voilà. Lui, il avait déjà lancé la sienne, et c'est vrai que finalement, je me suis dit, mais oui, lui, il y est arrivé, en fait, voilà. Oui, ça vous a donné confiance. C'est un peu les deux. Vous avez connu les joies du parcours d'entrepreneur, dont Oui. on dit souvent beaucoup de choses. On dit que c'est souvent le parcours du combattant, que c'est l'enfer, etc. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile, rétrospectivement, et est-ce qu'il y a des choses qui vous auraient facilité la vie, ou en tout cas, est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était plus difficile en étant une femme, ou pas spécialement? Ce qui est difficile, c'est le fait de monter sa boîte. Non, ce qui est difficile, c'est de monter son entreprise. C'est sûr que c'est un parcours qui parfois peut s'apparenter à un parcours du combattant, mais pas forcément là où on s'y attend. Des fois, on s'attend à ce que ce soit sur la partie administrative, et puis finalement, ça avance, c'est plutôt fluide, il y a un alignement des planètes. Parfois, ça intervient aussi beaucoup plus tard. Il y a, voilà, un parcours entrepreneurial, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes qui sont difficiles, il faut remonter, se retrousser les manches, il faut remonter les pentes. Je crois que c'est pas parce qu'on est... Là, pour le coup, je pense pas que ce soit parce qu'on est une femme. Il n'y a pas de différence. Pour moi, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Et alors, autre partie de votre engagement, parce que déjà, rien que tout ça, ça occupe déjà pas mal. Mais là, en plus, vous prenez la tête d'une association qui s'occupe de la vivacité, du tissu des commerçants de la presqu'île, qui est quand même une énorme place commerçante à l'échelle française. Hein, c'est quand même... oui, on a 550 adhérents, donc oui. C'est énorme. Puis on est en plein cœur de Lyon, deuxième ville de France, on aime bien le rappeler. Ça nécessite quoi, cet engagement? Parce que on y vient comme ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même particulier. Prendre la parole pour les autres, défendre des intérêts. Enfin, on ne se rend pas compte. Mais en fait... être à la tête de ce type d'association, ça veut dire défendre mille et une problématiques du quotidien, du concret des autres, peut-être aussi des commerçants qui n'ont rien à voir avec votre commerce à vous. Donc il faut se mettre à la place de plein de gens, mais en même temps mettre d'accord tout le monde. Enfin, c'est pas évident. Il y a un manuel d'apprentissage pour ça? Non, je crois pas qu'il y ait un manuel d'apprentissage. C'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça d'un claquement de doigts. Hein. J'ai été, quand je me suis installée rue Romarin, finalement, j'ai trouvé une famille d'artisans, de créateurs. Donc, on se retrouvait, on travaillait ensemble. C'est souvent le propre, en fait, des gens qui travaillent seuls. Oui. C'est qu'à un moment donné, il y a un besoin de se retrouver à plusieurs pour faire les choses ensemble. Et donc, j'ai intégré le bureau de la première association dans laquelle je me suis vraiment investie, qui était l'association Arpente, qui comptait à peu près 250 représentants à cette époque. Et on a mis en place des événements pour promouvoir la création, l'artisanat au niveau de la ville de Lyon. Et on était globalement concentrés dans le premier arrondissement. Il y avait un ancrage géographique qui était fort. Mais l'idée, c'était de faire résonner en fait, cet ancrage local au-delà de ces murs. Et finalement, ce petit chemin m'a amenée ensuite à devenir présidente de l'association de ma rue, qui était une toute petite association, mais qui était la seule association de commerçants du premier arrondissement. D'accord. Et finalement, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens. Et je crois que ce qui a vraiment réveillé en moi cette ambition, en me disant, oui, quand on s'engage, on peut arriver à changer les choses. On peut peut-être même des fois changer un peu la vie des gens. Ouais. On peut peser, en fait. Ouais, voilà, on peut aller chercher une solution. On peut, alors pas pour tout, bien évidemment, mais par contre, on peut essayer d'aller chercher de la solution, mettre en place la solution. Et un commerçant, quand il est tout seul, il n'a pas forcément cette ressource-là. Et je me suis dit, finalement, j'ai cette capacité à aller chercher la réponse, à vouloir l'obtenir. Et puis, je suis quelqu'un d'assez tenace. Et donc, je me suis dit, cette qualité-là, en tout cas, il faut le mettre au service des autres.
Mais vous n'avez pas eu peur d'oser, parce que souvent les femmes nous disent « Ah mais moi j'ose pas faire ci, j'ose pas faire ça ». Là typiquement ça veut dire être président d'une association comme celle que vous présidez aujourd'hui. Ça veut dire prendre la parole, défendre des choses, des intérêts. Ça veut dire aussi parfois être un peu dans la confrontation. Enfin on n'est pas toujours là pour se dire des choses agréables, j'imagine. Et donc il y a plein de femmes qui doivent se dire « Mais en fait moi j'y arriverai jamais, c'est des personnalités fortes, c'est des gens qui ont des compétences particulières ». C'est vrai, ou est-ce qu'on se révèle dans des rôles aussi parce qu'on a à cœur de défendre des choses? Comment ça se passe? Oui, je pense qu'on se révèle aussi parce qu'on prend les sujets à cœur et qu'il y a des situations qui vous touchent, parce que moi, je peux avoir beaucoup d'empathie face à des situations, mais quelque part, ça me révolte et j'ai pas envie de laisser ça comme ça, en fait. Je pense que c'est des rencontres aussi. Avec les acteurs des différents quartiers de la presqu'île, se rendre compte de leurs difficultés, de se dire non mais c'est injuste, si c'est injuste, on va aller essayer de changer la donne, et finalement en fait on se révèle, bien évidemment. On n'est pas comme ça avec la conviction et puis les compétences. C'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps, je pense, avec l'expérience. Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup été aidée aussi par Gérard Collomb, qui avait, alors lui, pour le coup, une grande expérience politique et qui m'a aussi pas mal emmenée avec lui sur le terrain. Et puis, j'ai pu voir et découvrir et apprendre. Finalement, c'est quelque chose... Il faut faire ce travail-là. Il faut faire cet exercice de s'intéresser et d'aller essayer de voir comment les autres font, finalement. Exactement. Et il ne faut pas avoir peur d'y aller. D'y aller. Finalement. C'est le syndrome de l'imposteur, il faut le mettre de côté. C'est quelque chose qui revient souvent quand on discute avec les gens. Et en fait, il faut juste le mettre de côté et se dire, mais non, finalement, je ne suis pas plus légitime que quelqu'un d'autre et je ne le suis pas moins. Oui, c'est ça. Et donc, je suis là, je porte ça et il faut l'assumer. Vous pensez que les femmes, elles apportent quelque chose de différent dans le débat public? Est-ce que, précisément, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une particularité à la voix féminine, ou non, c'est plutôt des personnalités qui se rencontrent? Je suis un peu partagée, mais je dirais quand même qu'il y a quelque chose de différent du fait que c'est moins facile. Et comme c'est moins facile, et ça a demandé peut-être plus de curiosité, ça a demandé plus... de travail, ça a demandé plus de temps d'écoute, parfois aussi d'aller chercher aussi un peu de soutien, de l'aide. Finalement, ça donne peut-être un petit peu plus d'empathie, je trouve, dans la façon de dire les choses, peut-être d'être moins brutale sur la façon de communiquer, ou peut-être même parfois d'être plus affirmée aussi. Oui, aussi, oui, c'est clair. Et c'est compatible d'arriver à gérer sa vie professionnelle, qui en plus de créateur d'entreprise, donc en plus vous créez des collections, alors vous créez tout le temps quelque chose de nouveau, donc il faut se renouveler, il faut tout le temps, en tout cas j'imagine, beaucoup investir dans sa vie professionnelle, d'avoir cet engagement associatif de défense des intérêts de la presqu'île, etc. Et votre vie de famille et personnelle, on peut faire tout ça, ou alors vous dormez 2 heures par nuit et vous êtes une force de la nature, peut-être? Non, en fait, je pense que j'ai un rythme de vie qui est relativement encadré. C'est vrai que je suis quelqu'un qui me couche tôt, mais par contre qui me lève très tôt. Et c'est comment on cloisonne. Et quand je disais que j'étais quelqu'un de très organisé, c'est vrai que j'ai une capacité à beaucoup cloisonner. Et quand je laisse des interstices, parfois ça m'arrive dans la journée de laisser des interstices, justement pour me rendre plus disponible pour My Presqu'île, ou pour les sujets en tout cas qui sont inhérents à My Presqu'île. C'est quelque chose que j'ai déterminé, que j'ai choisi. Sinon, je ne réponds pas au téléphone et je reprends le sujet 2 jours plus tard, le lendemain. Il faut apprendre aussi à mettre des barrières et c'est comme ça qu'on s'organise. Voilà. Par contre, c'est vrai que des fois, j'envoie des mails à 5 heures du matin. Et alors, Johanna, dernière question de l'émission. Je voudrais savoir si vous aviez une baguette magique, ou en tous les cas une feuille blanche, et que demain vous étiez nommé ministre en charge de ce que vous voulez, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes elles soient plus présentes, plus visibles, plus engagées dans l'espace public? Est-ce que vous avez une idée à nous partager? Alors,
Moi, je pense qu'il faudrait, de manière globale, que les gens s'engagent plus dans le débat public, de façon que ce soit pour hommes ou femmes. Et je pense que l'une des premières mesures qu'il faudrait mettre en place pour justement favoriser cet engagement-là, c'est de faire en sorte que dans les temps d'entreprise, un peu comme les temps formation, finalement, il y ait des temps aussi qui soient pris en charge pour que les salariés, finalement, s'engagent. Que ce soit dans le monde associatif, ça peut être dans le club sportif de ses enfants, ça peut être n'importe où, mais finalement, avoir du temps. Et ce temps-là, il est difficile de le trouver en dehors du travail. C'est difficile aussi de l'amputer à sa vie familiale. Donc, finalement, avoir quelques heures par semaine... inciter les gens au travers de l'entreprise à avoir cet engagement. C'est-à-dire de donner du temps dans les entreprises, comme le temps qui est donné pour la formation aux salariés pour que justement ils puissent avoir plus de temps pour s'engager. Très bien. Johanna, merci, on l'inscrira dans notre livre blanc. Merci d'avoir pris ce café ce matin avec nous. J'espère que ça vous aura plu et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lionnes. Bonne semaine à tous.